Bonjour à tous, bienvenue aujourd'hui à ce webinaire consacré aux outils collaboratifs. Donc avant de vous présenter notre interlocuteur, je vais vous faire un petit rappel sur le mode de fonctionnement. Donc vous aurez la possibilité de poser vos questions tout au long de la présentation et notre intervenant y répondra au fur et à mesure. Pour cela, il suffit pour vous d'activer le volet questions-réponses dans votre logiciel Teams. C'est l'icône qui se trouve en haut à droite avec les deux bulles et le point d'interrogation. Voilà, eh bien écoutez, je laisse tout de suite la parole à Gilles Burissec qui va animer cette conférence. Gilles, c'est à toi. Merci Nicolas. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue en fait dans ce webinaire sur les outils collaboratifs. On a souhaité au sein de Perspectives Numériques animer une présentation de ces nouvelles solutions qui ont eu un grand succès depuis 2020, depuis l'année dernière dans le cadre de la crise sanitaire. Beaucoup ont adopté de manière un peu rapide, certains les regardent. L'idée, c'était de faire un peu le point sur effectivement que sont ces outils collaboratifs, qu'est-ce qu'ils peuvent apporter à vos organisations et quelles en sont les caractéristiques principales, et puis un certain nombre de conseils autour sur la mise en place, l'utilisation, etc., et les bénéfices que vous pouvez en retirer. Donc ce matin, je vous propose cet agenda, introduction, encadrer un petit peu finalement l'objectif, la légitimité et puis l'intérêt de ce type de solutions-là qui sont un peu plus que des solutions technologiques. Qu'est-ce que c'est qu'un outil collaboratif finalement? Collaboratif, c'est un mot très tendance en ce moment, mais qu'est-ce qu'il y a derrière? Les différents types de solutions qui sont sur le marché, les principales fonctionnalités, et puis pour terminer en fait plutôt les conseils, voilà, qu'est-ce que vous pouvez en retirer, quelles sont les précautions pour la mise en place de ce type de solution. Et puis je ferai aussi un petit focus budget pour que vous ayez une idée finalement de ce que peut coûter ce type de solution. Alors, juste un mot pour ceux qui ne connaîtraient pas l'association Perspectives Numériques, sous l'égide de la Chambre de commerce. Elle regroupe une vingtaine d'acteurs du numérique dans le département que vous avez sous les yeux avec leur logo, qui vont de l'agence web marketing au développement d'applications mobiles, en passant par l'infrastructure, le cloud, la sécurité, l'impression 3D, le BIM, le phygital, la dématérialisation, la blockchain, les réseaux, les télécoms, voilà. Donc en gros, on regroupe aussi Perspectives Numériques l'ensemble des compétences qui permettent d'accompagner, c'est la vocation de Perspectives Numériques, en termes de sensibilisation, donc à destination des entreprises du département, de l'information, c'est ce qu'on fait ce matin dans le cadre de ce webinaire, de la formation, pour aller plus loin et concret en fait, de la mise en place de solutions numériques, et puis de l'accompagnement, parce que la transformation numérique, c'est le mot que vous entendez certainement un peu partout. C'est un processus long, continu et jamais réellement terminé. J'ai l'habitude de dire dans le cadre de mes missions, puisque moi je suis dirigeant de Nine Stratégie, une agence de conseil en transformation digitale, que ma mission est considérée comme terminée quand il n'y a plus un seul tableau Excel dans l'entreprise. Vous voyez, c'est un objectif qui est plutôt ambitieux, parce qu'on sait évidemment que ce type d'outil est très répandu. Et donc, juste pour info, vous avez le petit logo en haut à droite, activateur France Num. France Num, c'est l'organisation qui a été mise en place il y a 2 ans et demi maintenant par le gouvernement, donc sous l'égide du ministère de l'économie et des finances, pour accompagner en fait et inciter, former, sensibiliser et aider aussi financièrement, donc pas mal de pour vous accompagner dans votre transformation digitale. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez des projets, pour accompagnement en mail, il y a un certain nombre de choses. Voilà. Alors, on attaque dans le vif du sujet, les outils collaboratifs, une nouvelle manière de travailler.
Alors, c'est imposé à nous, en fait, depuis l'année dernière, de nouveaux modes d'organisation du travail, particulièrement par le fait que l'entreprise ont basculé dans tout ou partie de mode de fonctionnement avec du télétravail, donc du travail à distance. Et là, on a été confronté finalement à la réalité de la situation, donc, qui varie en fonction des entreprises. Est-ce qu'on était suffisamment avancé dans notre transformation digitale pour que le système d'information de l'entreprise soit facilement accessible à distance, avec les bons tuyaux, le début en fait de gestion, mais aussi la sécurité qui va bien. Après, est-ce que les salariés, les collaborateurs étaient eux de leur côté bien occupés à la fois sur leur espace de travail, mais aussi peut-être sur leur connexion Internet, la qualité de leur équipement. Pour faire une vidéo, il faut une caméra, il faut un micro, il faut un peu qui soit adapté à ce qu'on peut faire correctement. Donc ça, c'était des contraintes matérielles, mais qui ont aussi révélé le fait que, même à distance, on avait besoin de communiquer, de partager, d'échanger, de se rencontrer virtuellement plutôt, et avec des incidences importantes à la fois sur comment l'information circule, comment on s'organise, comment on manage des équipes à distance, les phénomènes de motivation, peut-être le cas de légère dépression pour certains, on sait que ça a des incidences importantes. Comment on fait pour conserver un esprit d'équipe, de conserver de la mobilisation et de la motivation sur les projets de l'entreprise? Voilà, ce sont toutes ces questions-là. Alors, quand on a effectivement accès à son système d'information, là je parle plutôt de RP ou de CRM, donc des outils avec les bases de données clients, fournisseurs, ce qui permet de faire du devis, de la facturation, du suivi de chantier, tout ce dont on peut avoir besoin au quotidien, qui a été déployé en mode SaaS, c'est-à-dire plutôt dans le cloud. Voilà, c'est pas trop un souci, et ce qu'on appelle donc l'information structurée finalement est assez facilement disponible dans ces conditions-là. Reste ce qu'on appelle l'information dite non structurée, et qu'on va retrouver particulièrement alors, dans les mails, dans des fichiers Excel, PowerPoint, PDF, Word évidemment. Voilà, toutes ces informations-là qui à un moment donné vont circuler, qui contiennent de l'information pertinente, voire parfois un peu critique. Comment elle circule, comment elle est partagée, comment les gens sont informés, etc. Voilà, c'est tous ces enjeux-là auxquels finalement les outils collaboratifs doivent répondre. Alors, je vous cite en termes d'évolution des modes d'organisation du travail, le phénomène de nomadisme, donc le fait qu'on puisse travailler dans différents endroits, aussi bien à son bureau, de temps en temps, chez soi évidemment, mais peut-être aussi dans un hôtel, dans un tiers-lieu pour faire du coworking, avec des entreprises qui ont mis en place des systèmes de flex office, donc des bureaux qu'il faut réserver, qui ne sont pas forcément affectés et qu'on utilise quand on en a besoin, et voilà, et on s'en va et quelqu'un d'autre prend sa place, etc. Voilà, tous ces modes d'organisation, et on commence à voir d'ailleurs des entreprises qui réduisent finalement leur taille de locaux pour se réadapter de manière un peu différente, mais pose la question finalement de la continuité de l'activité de l'entreprise évidemment, de sa pérennité, mais aussi vraiment de l'animation des équipes, des collaborateurs, de la conduite de projet, etc. etc. Alors, les enjeux, premièrement, il faut poser en termes de postulat que le travail collaboratif n'est pas aussi naturel qu'on pourrait l'imaginer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que très souvent, en fait, dans les entreprises un peu structurées,
on a des organisations qui sont encore largement hiérarchisées, donc avec des niveaux, N+1, N+2, voilà, des équipes, des chefs d'équipe, etc. Et là, on a plutôt des modes de management voilà, qui sont descendants, avec on reporte à celui qui est au-dessus et qui reporte encore au-dessus, etc. Le travail collaboratif, par définition, il va imposer, c'est un peu le premier enjeu, c'est le partage d'informations. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il faut considérer que l'information n'est plus clé de détention de pouvoir, finalement, mais que cette information, elle a beaucoup plus intérêt à être partagée qu'à être distillée un peu au compte-gouttes en fonction de l'intérêt des uns ou des autres. Partage d'informations, ça ne veut pas dire que tout est partagé n'importe comment avec n'importe qui, mais c'est faire en sorte que toutes les informations qui sont utiles à la conduite de la mission de chaque collaborateur, ben, ce collaborateur puisse disposer au moment où il en a besoin. Voilà. Une fois qu'on a dit ça, ça paraît d'une simplicité extrême, mais ça ne l'est pas forcément, et ça remet en question effectivement un certain nombre de pratiques, et ça doit remettre un peu à plat, puisque là on va fonctionner plutôt dans les organisations type horizontales. Deuxième enjeu, l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on partage correctement les informations et au bon moment, ben en fait, on fait aussi le pari, et ça a des conséquences effectivement en termes de management, que ben, en fait, à plusieurs collaborateurs avec le bon niveau d'information au bon moment, eh bien, on va pouvoir, en ayant des séquences peut-être de réflexion, de partage et d'échange autour de ça, développer ce qu'on appelle une intelligence collective, c'est-à-dire obtenir peut-être des solutions à des problèmes, à des problématiques, à des projets qui sont plus pertinentes que si elles avaient été élaborées dans le cerveau d'un seul collaborateur. Et puis, le troisième enjeu, qui est aussi important, mais vous voyez que ça se structure vraiment dans cette dimension-là, c'est ce qu'on appelle l'innovation collaborative. C'est-à-dire que là, on doit faire le pari que finalement, en ayant une organisation où on responsabilise les gens, où on partage l'information naturellement, où on les fait échanger, où on donne la parole aussi, on donne la possibilité à tout un chacun dans l'organisation de s'exprimer, eh bien, on sera capable de rendre en fait notre organisation, notre entreprise, beaucoup plus innovante par la mise en place de pratiques collaboratives. Voilà. Vous voyez, on place, on n'est pas dans la technologie, j'ai à aucun moment pour le moment exprimé aucun argument sur la dimension technique en fait du sujet. On est vraiment dans des enjeux de pratiques managériales et puis finalement d'importance en termes de pérennité et de développement de l'entreprise qui sont pour le coup très importants dans la situation que nous vivons actuellement. Alors, si on doit synthétiser un peu, quelles sont les raisons principales? Alors, vous verrez qu'il y en a des très pragmatiques que je vous listerai un peu plus tard, mais les raisons principales de mettre en place une solution collaborative en entreprise, c'est résolument de développer la productivité, donc par une culture collaborative qui va permettre de libérer un peu les collaborateurs, de permettre des initiatives et puis de faciliter la créativité et donc ainsi la motivation de chaque collaborateur. 2, d'accélérer la prise de décision, délivrer la bonne information au bon moment, au bon interlocuteur, c'est de la communication en temps réel, c'est de la disponibilité et ça facilite la prise de bonnes décisions au bon moment. Et on sait que ça peut avoir des conséquences parfois importantes. Troisièmement, fédérer les équipes, cohésion, sentiment d'appartenance. L'information est enfin disponible dans l'entreprise, elle est accessible, on est au courant, on comprend les enjeux, on n'est plus simplement un exécutant, mais on a aussi peut-être voix au chapitre pour expliquer les choses. Donc, ça renforce le sentiment d'appartenance du collaborateur, de sa cohésion et finalement de sa motivation aussi. Et puis donc d'améliorer le travail à distance. On sait malheureusement aujourd'hui que probablement la situation sanitaire risque de se prolonger, donc et peut-être de ne jamais revenir complètement à la normale, désolé, hein, et que après avoir testé finalement des solutions de travail à distance,
nonobstant finalement cette crise-là, on s'est rendu compte que ça pouvait avoir un certain nombre d'avantages pour l'équilibre vie professionnelle, vie privée, pour l'efficacité, pour le bien-être des collaborateurs qui font que voilà, si chacun est bien dans sa vie et dans son organisation, le collaborateur sera aussi plus performant pour l'entreprise. Voilà, donc ça c'était un peu la partie introductive, c'est de quoi allons-nous parler. On va rentrer un peu plus dans le détail pour regarder maintenant de quoi il s'agit, en définissant un peu cette notion de travail collaboratif, donc, qui s'appuie sur l'intelligence collective, c'est-à-dire sur l'échange entre différents collaborateurs, ainsi que sur la mutualisation de leurs compétences et de leurs connaissances, dans l'objectif d'atteindre effectivement un objectif commun qui en général correspond à la stratégie de l'entreprise. Donc on est bien dans cette dimension-là. Ça, c'est un petit sondage qui a été fait en 2020 par qui a des équipes comme ça, et on a interrogé les collaborateurs pour savoir ce qui leur semblait les avantages les plus pertinents du travail collaboratif. Alors la première chose, c'est le partage des savoirs. Et donc, là encore, hein, voilà, on n'assoit pas des pouvoirs ou des petits pouvoirs sur des savoirs qu'on distille au compte-gouttes. On rentre résolument dans une période où l'intérêt, c'est vraiment de partager au maximum. En deuxième, on avait donc meilleure qualité de travail au quotidien. Et en troisième, mieux contribuer aux objectifs de l'entreprise. Donc là, c'est vraiment l'expression en fait des collaborateurs. Et on retrouve derrière meilleur relationnel avec ses collègues, accroissement des performances. Voilà, donc meilleur partage d'informations, meilleure communication. Eh bien, il faut faire le pari que c'est dans l'intérêt effectivement de l'entreprise. Les principaux freins sont aujourd'hui principalement liés en fait à ce que je vous évoquais tout à l'heure, donc les systèmes hiérarchiques qui sont aujourd'hui encore très prégnants dans beaucoup d'organisations, et puis peut-être une culture d'entreprise qui aujourd'hui n'est pas complètement ouverte effectivement à ce partage d'informations de manière plus large dans l'entreprise. Les outils collaboratifs. Qu'est-ce que c'est? C'est donc des outils numériques qui permettent de faciliter la collaboration au sein d'une entreprise et avec des tiers, donc intérieurs et extérieurs, le partage et la transmission d'informations. Donc ça paraît effectivement assez simple. Et moi, je suis toujours assez surpris, par exemple, quand j'arrive dans une entreprise aujourd'hui, de constater que on n'a même pas souvent un simple système de partage d'agenda pour pouvoir organiser une réunion facilement avec un ou deux collaborateurs. Et vous voyez, ça transpire encore ce retard en termes d'évolution de culture sur le partage d'informations. L'agenda professionnel, ça n'a théoriquement pas de dimension confidentielle. Et puis, tout le monde sait aujourd'hui que dans son agenda, si on a des choses qui sont de caractère privé, elles peuvent parfaitement être intégrées dans son agenda comme étant des choses privées, sans forcément éveiller des soupçons majeurs. Voilà, c'est comme ça. Et là, on parle bien de culture, on ne parle pas d'outils, etc. Exemple d'outils collaboratifs, alors ça c'est pour dire que les outils collaboratifs ne sont pas nés en 2020 hein, concrètement. Pour certains qui sont dans les entreprises et qui connaissent un peu les technos, vous avez peut-être connu des outils qui s'appelaient Lotus Notes à l'époque ou Novel Groupwise. Donc ça c'était dans les années 90, donc vous voyez ça fait quasiment 30 ans que ce type d'outils-là existe. Pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas suffisamment développés et répandus dans les entreprises? Essentiellement pour les raisons que je vous évoquais initialement, qui sont des raisons d'organisation hiérarchique de l'entreprise, de culture, de non-partage d'informations, de culture des petits chefs à des stades hiérarchiques différents. Voilà, parce qu'en fait, les fondamentaux de ces technologies-là existent résolument d'un point de vue numérique depuis une trentaine d'années. On va retrouver des choses que vous connaissez, hein, pour la plupart, la messagerie, les agendas partagés, l'annuaire d'entreprise, la possibilité de partager des documents.
Voilà. Et aujourd'hui, on va plus loin, évidemment, technologiquement. On fait de la bureautique collaborative, le fait de pouvoir travailler sur un tableau Excel à plusieurs en simultané. On peut organiser des réunions collectives. Là, vous verrez que ça peut se faire de manière instantanée à 2, à 3, à 4, à 5, sur un sujet, sur un projet, sur un PowerPoint, sur un Excel, etc. Centralisation et partage organisé de documents. Combien de temps vous perdez chaque jour à chercher des documents qui sont sur votre disque dur, peut-être chez un collègue, peut-être dans votre boîte mail qui comporte des milliers, des dizaines de milliers de mails plus ou moins organisés. Voilà, si ça vous parle. La messagerie instantanée, qu'on utilise très facilement en fait à titre individuel, mais assez peu encore dans l'entreprise. Et pourtant, qu'est-ce que ça fait gagner comme temps? Qu'est-ce que ça fait gagner comme encombrement? Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas nécessité à être sauvegardées. Voilà, la messagerie instantanée en entreprise, ça peut avoir vraiment du sens. La visioconférence collaborative, je pense que vous avez tous pratiqué donc récemment au moins. Donc vous voyez l'intérêt que ça peut avoir. Des canaux d'échange thématiques. Là, on va structurer l'information, on va la canaliser de manière à ce qu'elle puisse être au bon endroit. Vous pouvez les retrouver facilement, des échanges sur tel ou tel type de projet, tel type de sujet, les documents qui y sont rattachés. Et donc là, on va évoquer donc, les solutions dont on va parler aujourd'hui, qui s'appellent Microsoft Teams, Slack, Facebook Workplace, peut-être d'autres, mais aujourd'hui, sont particulièrement ces solutions-là qui sont répandues dans les entreprises. Alors, quelles sont donc les principales solutions que l'on a à notre disposition aujourd'hui? On a d'abord ce qu'on appelle les suites collaboratives. Alors, dans toutes les entreprises aujourd'hui, on a des tableurs, des traitements de texte, parce que ça reste ce qu'on appelle de la bureautique, qui permet de faire des courriers, de rédiger des rapports, de faire des documents, de faire des tableaux, du reporting, etc. etc. Là, aujourd'hui, vous avez finalement des solutions qui s'appellent Office 365, Google Doc, LibreOffice, la solution en open source que je sais quand même qui existe. Particularité de ces solutions, c'est que, en fait, les données sont souvent partagées dans le cloud. Donc qui s'appelle OneDrive chez Microsoft, Google Drive pour Google, et qui vont permettre du partage et de la collaboration. Alors, en général, il y a pas mal d'entreprises d'ailleurs pour lesquelles il n'a pas été mis en place de solutions collaboratives parfaitement instituées, par la direction informatique. Et finalement, on se rend compte que les collaborateurs eux-mêmes, parce que aujourd'hui Internet permet facilement d'accéder à des outils qui sont souvent gratuits et qui permettent de faire des choses que finalement l'entreprise ne propose pas. Alors ça c'est super parce que c'est initiative des collaborateurs, mise en place de solutions, partage. En fait, on se rend compte que des collaborateurs finalement font du collaboratif, mais sans que ce soit forcément décidé, cadré, contrôlé. Et sécurisé aussi. Hein. Alors là, je ne veux pas vous faire peur, mais moi, il m'est arrivé récemment d'arriver dans une entreprise et puis de me rendre compte que finalement, l'entreprise n'avait pas mis de solution pour gérer les fichiers prospects, clients, les contrats, etc. Et que, en fait, une équipe de commerciaux qui avait mis en place tout un système dans un Google Drive et que tout était dans le cloud. Donc, les dossiers clients, les fichiers clients, bref, des informations considérées comme confidentielles, avec deux limites à ça. Un, la direction n'était pas forcément au courant. Bon. Deuxièmement, Google, nos amis Google sont très sympathiques de nous fournir des outils gratuits et plutôt performants. La dimension sécurité dans les outils gratuits, elle est très moyenne, hein, il faut le dire concrètement. Et troisièmement, on a ce qu'on appelle aujourd'hui le RGPD, le règlement général de la protection des données personnelles, qui fait que quand vous utilisez par exemple un Google Drive, vos données sont stockées sur des serveurs aux États-Unis qui sont régis par ce qu'on appelle le Patriot Act, qui fait que en fait, les autorités américaines peuvent sans difficulté accéder à vos données
si besoin. Voilà. Donc, vous voyez l'intérêt et la limite du sujet quand on ne contrôle pas finalement et qu'on ne met pas en place les solutions pertinentes. Donc, les outils, donc les suites collaboratives et puis donc les outils de communication. Donc là, vous en avez mangé, si je peux utiliser cette expression-là, en 2020. Zoom est un peu le leader aujourd'hui de ces solutions de conférence, mais aussi effectivement avec Teams. Teams, en fait, qui est une technologie Microsoft qui a réintégré Skype, mais on a Messenger dans Facebook, Google Meet, etc. Donc, tous les outils de communication qui permettent de faire de la messagerie instantanée, de mettre en place des groupes de discussion et de faire de la visioconférence. Là encore, ce sont des solutions qui sont faciles à utiliser avec des précautions d'usage. Très souvent aussi dans les organisations, elles sont utilisées sans que forcément il y ait eu de consignes particulières. Et vous avez peut-être vu passer en 2020 un certain nombre d'alertes sur Zoom, par exemple, sur la sécurité des données, sur le fait que voilà, il y a eu des fuites sur les comptes Zoom, sur des visioconférences qui avaient été enregistrées, etc., etc. Donc prudence. Et puis donc enfin, les plateformes collaboratives, c'est sur ces technologies qu'on va s'attacher à développer ce matin l'information. Elle s'appelle Microsoft Teams, Slack ou Facebook Workplace. Slack est une start-up qui a démarré il y a 5-6 ans, qui a été précurseur en fait de ces plateformes collaboratives. Facebook avait enclenché derrière avec une solution qui s'appelle Facebook for Workplace, qui ressemble très fort à l'interface Facebook qu'on utilise à titre individuel. Et puis Microsoft est arrivé il y a 2 ans et demi, 3 ans maintenant, avec une solution qui s'appelle Teams, qui semblait être une solution un peu annexe et pas très gratuite et pas forcément stratégique chez Microsoft, et qui devient depuis quasiment 2 ans le cœur de la stratégie Microsoft. Je pourrais vous en reparler derrière. Autant ils avaient beaucoup de retard il y a encore 1 an et demi sur Slack, ils ont explosé en 2020 et aujourd'hui ils ont à peu près 80 millions d'utilisateurs dans le monde, alors que Slack en a 10 à 12 millions. Voilà. Donc, aujourd'hui, clairement, le leader de ces solutions-là s'appelle Teams. Donc, qu'est-ce que sont ces plateformes collaboratives? En fait, ce sont vraiment des plateformes centralisées avec partage de documents, outils de communication, annuaires, équipes, canaux, qui vont vous permettre en fait de structurer le travail collaboratif dans l'entreprise et particulièrement pour gérer ce qu'on appelle les informations dites non structurées pour le coup. Voilà, alors on va rentrer donc dans le détail des… Gilles, je me permets d'interrompre un instant. J'ai une question d'Olivier. Alors une question, une remarque sur le paradigme des outils collaboratifs. Olivier indique hiérarchie et travail collaboratif ne sont pas obligatoirement opposés et opposables. Et il pose la question en fait. Oui. Alors, l'idée pour moi, c'est pas de vous faire une théorie un peu philosophique sur le management, c'est pas complètement mon sujet, mais c'est simplement effectivement pour expliquer pourquoi finalement ces solutions qui existent depuis 30 ans ne se sont pas suffisamment, ne sont pas tellement répandues finalement dans les organisations. Clairement, et c'est pas moi qui le dis, c'est les analystes, les spécialistes du sujet, que effectivement une organisation très hiérarchique est plutôt un frein à la mise en place de solutions collaboratives, même si on peut parfaitement reproduire au sein d'une plateforme collaborative des organisations très hiérarchisées et très compartimentées. Mais effectivement, si on compartimente très très fort, ça veut dire qu'on partage de manière très très faible. Bon, voilà, donc après, encore une fois, ça peut être un long débat qui n'est pas forcément complètement le sujet de ce matin. Mais voilà, donc ça ne s'oppose pas forcément complètement, mais
C'est un axe de réflexion et qui serait plus du ressort d'un spécialiste en management que moi-même. Voilà, effectivement, quand on parle de travail collaboratif, on est plutôt sur des organisations horizontalisées que hiérarchisées. Il n'y a pas d'autres questions? Non, pas d'autres questions. Tu peux poursuivre, Gilles. Ça marche. Donc, j'attaque la partie fonctionnalité. Alors, juste un petit schéma, alors qui est un tout petit peu technique, mais l'idée, c'est pas de vous faire peur avec de la technique. C'est juste, donc, en prenant l'exemple de Teams. Alors, je vais m'attacher à Teams. J'ai pas d'action chez Microsoft, hein, qu'on soit bien clair. Je pense qu'aujourd'hui, les solutions Teams et Slack se valent. Je vous expliquerai éventuellement des critères de décision qu'on peut avoir en termes de choix. Après, elles sont tellement concurrentielles aujourd'hui qu'en termes de fonctionnalité, sincèrement, il y a très peu de différences, vraiment à la marge. On est sur des différences très fonctionnelles ou très précises sur certains points, mais globalement, elles font à peu près la même chose. C'était quand même pour vous expliquer ce que c'est qu'une plateforme collaborative et qu'en fait, c'est pas simplement des endroits où on va partager des choses, c'est qu'il y a derrière une vraie infrastructure système en fait informatique qui reprend à la fois de l'architecture de serveurs de bases de données, puisque là en fait, voilà, on va pouvoir stocker des gigas et des terras de données en fait dans un espace Teams. Avec derrière la possibilité de les retrouver facilement par des outils de recherche, par mots-clés, etc., donc de l'indexation. Mais aussi, si vous connaissez un petit peu les solutions Microsoft, vous voyez en vert, en bas, il y a un truc qui s'appelle Power BI. BI, c'est Business Intelligence, en fait. Donc ça, c'est des outils qui vont permettre d'aller analyser, en fait, de la data dans les différents espaces, canaux, fichiers, etc., pour pouvoir faire des reportings, des extractions, des analyses, etc., etc. Et là, on est bien donc dans une architecture cloud dans laquelle on va stocker donc de la data, de la donnée structurée, des documents, mais aussi des serveurs de communication, puisqu'en fait, Teams peut parfaitement aujourd'hui se voir comme un outil permettant de piloter toute la communication de l'entreprise, y compris la téléphonie. Ça, c'est vraiment une dimension un peu nouvelle en termes d'appréhension. Et moi, je connais des entreprises qui ont supprimé leur standard téléphonique habituel et qui aujourd'hui, en fait, gèrent toute leur communication avec l'extérieur, donc les clients, les clients internes évidemment, avec Teams pour la partie voix, pour la partie messagerie instantanée, pour la partie visioconférence. Donc là, c'est une vraie architecture sophistiquée, complexe, de système d'information d'entreprise dite non structurée. On trouve aussi Exchange, vous voyez, qui est le serveur de messagerie historique de Microsoft que beaucoup utilisent avec le client Outlook. Et là, on va pouvoir tout fédérer, synchroniser en fait au sein d'une architecture Teams. Alors, comment on se sert de Teams? Alors, je répète, hein, j'ai pas d'action, mais c'est effectivement, je fais plutôt un focus sur Teams et vous retrouverez, on peut quasiment dire la même chose à chaque fois pour Slack. Comment on utilise Teams ou Slack? En fait, soit avec un simple navigateur, donc auquel cas, on n'a même pas besoin d'installer quoi que ce soit. On peut accéder donc à un espace Teams avec juste un PC, une tablette, un smartphone et un simple navigateur, soit avec un client local, ce que je conseille plutôt. Hein. Voilà, pour info, par exemple, moi, j'utilise Teams donc avec un logiciel client lourd, donc qui a été installé sur mon ordinateur, et qui me permet en particulier de pouvoir interagir avec une dizaine d'environnements Teams, donc une dizaine d'espaces Teams, avec mes clients, avec les organisations auxquelles je participe comme perspective numérique au sein du Teams CCI Grand Est d'ailleurs, hein, merci Nicolas. Voilà, et en fait, depuis 2020, effectivement, on a démultiplié les espaces Teams. Le fait d'avoir un client lourd permet effectivement de passer d'une organisation à une autre directement dans le client que vous avez sur votre PC sans avoir à vous déconnecter, reconnecter et d'être alerté quand il y a des nouveaux messages, des notifications qui arrivent sur vos différents espaces. Voilà, donc d'être toujours en
en alerte par rapport à ce qui peut se passer sur cet environnement. Évidemment, vous pouvez l'avoir aussi sur tablette et smartphone avec des apps, donc là à télécharger et à installer sur donc vos smartphones et qui vous permet en fait d'avoir toujours accès en permanence aux messages, aux fils de discussion, aux fichiers, etc., quel que soit l'endroit où vous êtes et quel que soit le terminal finalement dont vous disposez, le smartphone étant le terminal qu'on a toujours sur nous, évidemment. Les fonctionnalités principales, on va retrouver la communication, évidemment, la messagerie instantanée, la téléphonie et la visio, le partage d'écran. Curieusement, j'étais dans une entreprise la semaine dernière et qui m'expliquait qu'en fait, que depuis qu'ils avaient installé un Teams, il y a certaines réunions qu'ils organisaient, donc plutôt en one-to-one, par Teams, même en étant dans les mêmes bureaux. Parce qu'en fait, c'était plus simple, et en particulier avec une fonction partage d'écran, qui permet d'avoir une efficacité plus importante finalement que quand on est dans une salle de réunion avec chacun son ordi, etc., quoi. Donc, assez curieusement, on constate effectivement des usages qui ne sont pas forcément prévus, mais voilà, c'est la valeur ajoutée finalement de ces technologies. Évidemment, on va pouvoir aussi, c'est ce qu'on fait ce matin, faire des webinaires ou des conférences, vidéo tout simplement, avec des outils qui sont intégrés dans Teams. Fonctionnalité collaborative, partage de fichiers. Donc là, on est sur Teams, architecturé sur OneDrive d'un côté et SharePoint, donc l'outil de portail en fait collaboratif de partage de documents. Vous allez retrouver des gestionnaires de tâches collaboratifs. Donc là où on esquisse la notion de gestion de projet. Et puis, vous allez pouvoir partager vos calendriers. C'est-à-dire que au sein de Teams, vous allez synchroniser finalement avec votre agenda Exchange, donc si vous avez Outlook, mais ça peut être un Gmail, un Google Agenda, etc. Ça marche pareil. Qui vont centraliser finalement toutes les informations dont vous avez besoin pour assurer vos missions au quotidien. Donc, y retrouver vos mails, vos rendez-vous, etc., etc. Alors, à quoi ça ressemble si vous n'avez jamais vu, pardon. Donc voilà, là on est dans un écran Teams. Alors désolé, il est en anglais, mais c'était pour ne pas utiliser des écrans de Teams actifs avec voilà, confidentialité, bien sûr. Donc, vous allez retrouver en fait une interface qui est assez simple. Et sur le principe, en fait, vous avez dans la partie droite ce qui ressemble à un réseau social. Finalement, et ça, ce sont des canaux de conversation. Alors, je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Ici, vous allez avoir en fait ce qu'on appelle des équipes Teams. Donc, en fait, sur le principe, quand vous démarrez un environnement Teams, la première chose que vous allez faire, c'est créer des équipes. Donc, vous allez créer une équipe qui peut être une équipe de… Alors, vous avez une équipe qui peut être générale. Donc là, vous allez avoir tous les collaborateurs de l'entreprise dedans. Ce qui veut dire que tout ce qui sera publié dans l'équipe générale, en fait, sera accessible, partagé et visible par tout le monde. Ensuite, vous pouvez avoir une équipe direction, vous pouvez avoir une équipe marketing, vous pouvez avoir une équipe commerciale, une équipe production, administrative, etc. Donc là, vous allez créer autant d'équipes que vous le souhaitez. Et ça nécessite quand même une réflexion en termes d'organisation au départ. Sinon, vous risquez d'avoir une incompréhension et peut-être un peu de désorganisation, si je l'exprime comme ça. Donc, je vous le redirai tout à l'heure, c'est une réflexion à mener de manière initiale avec, voilà, c'est quoi l'objectif, qu'est-ce qu'on va mettre dedans, qu'est-ce qu'on va partager. Une fois qu'on a fait ces équipes qui assurent en fait l'étanchéité de la confidentialité donc entre les différentes équipes, dans chaque équipe, c'est ce que vous avez ici, par exemple, une équipe Market and Project Team, vous avez ce qu'on appelle des canaux, Engineering, Manufacturing, Marketing, etc. Donc là, en fait, on va décliner des canaux qui sont des canaux thématiques. Alors, qui peuvent être, je ne sais pas si c'est une équipe projet, ça peut être, voilà, registre des procédures de
gestion de projet, ça c'est un canal. Et puis après, vous allez pouvoir développer des canaux qui sont des canaux par projet. Donc sur tel et tel type de projet client, par exemple, ou de projet de R&D ou de projet marketing. Voilà, vous ouvrez un canal et ce canal-là, vous allez le thématiser. En fait, on ne parlera que de ça. Au sein de ces canaux, vous allez avoir, donc ça c'est la partie droite de l'écran, en fait, des échanges. Vous allez retrouver, en fait, voilà, telle personne qui s'appelle Johanna, tel jour à telle heure, elle a écrit ça. Elle a mis une image et on va pouvoir lui répondre. Donc, on a des canaux avec des fils de discussion comme vous les avez dans des réseaux sociaux. Donc là, on enregistre. Et ça remplace, par exemple, beaucoup d'emails qu'on envoyait quand on n'avait pas les outils collaboratifs systématiquement. Donc, ça va, un des premiers effets des outils collaboratifs, ça va être de désengorger vos boîtes mail qui contiennent des dizaines de milliers de mails et tous les jours qui augmentent, et on sait tous que c'est une vraie plaie. Donc là, vous allez avoir des canaux avec des conversations ouvertes en fait à tous les gens qui font partie de l'équipe. Puis là, vous avez un petit onglet à côté qui s'appelle Files, dans lequel vous allez retrouver en fait des fichiers. Donc ça, c'est l'endroit, c'est un gestionnaire de fichiers où vous allez stocker en fait tous les documents qui sont liés à ce qui se dit en fait et à ce qui se traite finalement dans ce canal. Donc là, l'intérêt, c'est effectivement d'avoir des fichiers qui vont être partagés par tout le monde, donc accessibles facilement. Donc là aussi, je vous invite à avoir une réflexion de type organisation de vos données. Hein. Donc là, vous allez pouvoir faire des dossiers, des sous-dossiers, etc., comme des dossiers Windows sur un serveur ou sur un poste, mais avec la même difficulté, renforcée par le fait que ce n'est pas une organisation personnelle, ça doit être une organisation partagée. Donc, prise par tout le monde, acceptée et finalement adoptée de manière à ce que chacun sache quand il a un document à partager à quel endroit le mettre et puis les autres à quel endroit le trouver, hein, de manière voilà. Et vous avez donc dans votre interface à gauche, vous avez des petits pictos qui vous permettent d'accéder à vos équipes, d'accéder à un calendrier, de voir, là vous avez des notifications qui s'affichent. Là par exemple, on a reçu 2 messages, donc on clique dessus et on va savoir qui a écrit quoi, dans quel canal, etc. Et on peut forcément interagir sur le sujet. Nicolas, non, pas de question. Gilles, question de Carole, donc, qui demande est-ce que le nombre de participants est limité sur un webinaire réalisé avec Teams? Alors, oui, il est limité. Je ne vais pas vous répondre comme ça parce que j'ai regardé en plus, il y a des limitations. Mais ça, je pourrais vous envoyer un lien sur une page technique avec toutes les données en fait de volumétrie, sachant qu'il y a un Teams gratuit et il y a un Teams payant. Je vous expliquerai aussi la différence tout à l'heure. Mais grosso modo, je pense que la limite doit être très haute. Hein. Elle est aux alentours de 5000. Donc, un webinaire de 5000, c'est pas mal déjà. Et Carole nous demande également, elle complète sa question, est-ce qu'un webinaire peut être visible en replay? Est-ce qu'on peut enregistrer un webinaire? Oui, dans la version payante. Merci Gilles. Et on a une question également de Caroline qui demande est-ce qu'on retrouve les mêmes fonctionnalités sur Slack ou sur Discord par exemple? Oui, sur le principe, encore une fois, c'est Slack qui a été un peu le précurseur de ces solutions-là. Ouais, c'est un peu comme les réseaux sociaux. Hein. Initialement, et entre un Facebook et un Twitter, il y avait de très très grandes différences. Aujourd'hui, très franchement, ou même un LinkedIn, on retrouve quasiment les mêmes fonctionnalités. C'est à peu près la même chose entre Teams, Slack, Discord ou autre encore. On a systématiquement ces organisations en équipe, ces canaux de conversation, ces canaux de stockage de fichiers, les outils de communication. Ça, c'est vraiment les paramètres qui sont constants sur tous ces outils collaboratifs. Pas d'autres questions pour le moment, Gilles, donc tu peux ça marche. Je continue. Ta conférence. Alors, je rentre juste un tout petit peu en détail dans le fil de conversation. Donc là, en fait,
Ce qui va être important aussi, c'est de gérer des fils de discussion. C'est-à-dire que quand quelqu'un entame une conversation, et ça, ce sera des consignes d'utilisation, donc il faut que les collaborateurs soient formés de manière à ce que ça ne génère pas trop de conversations différentes. Quand on lance une conversation, en fait, toutes les réponses vont être liées. Vous voyez ici, sur le premier, par exemple, on a Enrico qui a donc lancé une conversation, et on voit ici que en fait, il y a eu deux réponses qu'on ne voit pas d'ailleurs. Il faut cliquer en fait sur le petit texte là en bleu pour dérouler en fait le fil de conversation et avoir accès à toutes les réponses qui ont été faites et à tous les documents. Et si je veux moi répondre à Enrico sur le sujet qu'il a lancé là, ben, je clique sur Reply, en français serait répondre. Je vous montre un autre, c'était pour montrer les différents types de conversations qu'on peut avoir donc, dans ces canaux de conversation. Là, en fait, Johnny nous envoie en fait une invitation à une réunion. Hein. Donc, en fait, là, c'est un lien qui sera qui est inscrit dans son agenda et qui va nous permettre, effectivement, en cliquant dessus, d'accéder à une réunion qui a lieu à 5h30 avec les caractéristiques et directement le type de réunion. Est-ce que c'est par messagerie instantanée, par visio, par téléphone, etc. C'est l'organisateur qui va décider. Et puis là, donc je vous ai parlé des fichiers centralisés, mais on peut aussi avoir des fichiers comme dans un mail, finalement, qui sont liés à une réponse donnée. Donc là, on considère que, vous voyez, en termes d'utilisation, ce n'est pas forcément la peine d'aller stocker ce fichier-là dans la bibliothèque de documents du canal, mais c'est pour répondre à un besoin immédiat de quelqu'un qui l'a demandé. Donc là, on va lui envoyer le fichier. Ce fichier-là est en l'occurrence un fichier Excel que je peux ouvrir directement dans Teams et sur lequel je peux aussi travailler de manière collaborative. Et pour la petite histoire, c'est pas ce que je préfère entre nous soit dit, mais ça existe. Vous avez, comme dans tous les réseaux sociaux, ce qu'on appelle des émoticônes. Ça veut dire que vous allez pouvoir réagir finalement à des conversations qui ont été faites sans forcément répondre précisément. Donc, si c'est quelqu'un qui annonce par exemple une bonne nouvelle dans un canal, ben voilà, vous pouvez envoyer un petit point, un petit pouce levé, ou envoyer un cœur, ou un sourire, etc. Enfin, je pense que vous savez tous comment fonctionnent les émoticônes. Voilà, ce qui rend aussi le sujet un peu plus, entre guillemets, convivial, ludique, participatif, social, et qui participe à l'implication des collaborateurs. Ce qui est important, c'est que dans tous ces canaux, vous avez des moteurs de recherche qui vont vous permettre, en fait, en recherche full text, de pouvoir rechercher, en fait, soit des items, soit des documents, soit tous les posts, par exemple, d'un collaborateur, etc. Bon, comme vous l'auriez dans Outlook, mais là, vous l'avez effectivement, canal par canal. Donc, voilà, tout ce qui est dans Teams, quelque part, est stocké dans les bases de données. Et vous pouvez le retrouver à tout moment. Un petit visu sur donc l'écran Files, donc l'écran partage de fichiers, où là, bah, classiquement, hein, vous allez avoir retrouvé, donc vous avez vos types de fichiers, donc là c'est du Word et du PowerPoint par exemple. Là, il n'y a pas de dossier, mais vous pouvez créer des dossiers, des sous-dossiers. Tous vos documents sont, comment dire, numérotés, donc vous avez les dates, les heures, etc. Donc vous savez quel est l'auteur du document, à quel moment on l'a mis dans le dossier, à quelle heure, et s'il a été modifié. Puisqu'en fait, là, je vous rappelle, ce sont des documents collaboratifs, donc vous pouvez les travailler directement en fait dans Teams, et donc vous pouvez intervenir sur une modification. Hein, vous avez par exemple ce matin, avant la conférence, j'interagissais dans un environnement Teams pour l'ordre du jour d'une réunion que j'ai mardi. Et donc, je suggérais mes modifications directement dans le document proposition d'ordre du jour. Voilà, c'est l'exemple d'utilisation. Alors, le chat. Donc là, on va rentrer dans les outils de communication. Donc, tous les gens qui sont dans Teams, vous voyez ici, on a demandé à tout le monde de mettre une petite photo, c'est plus sympa d'avoir leur nom, leur prénom, et ça peut être complété par le nom d'un service, une fonction, etc. Donc,
clairement identifier, comme un réseau social. Et puis là, vous avez, par exemple, en haut, une petite fonction, en fait, c'est démarrer une conversation. Et là, vous allez pouvoir choisir vos correspondants. Donc là, par exemple, Enrico et Debra. Donc là, c'est ce que j'ai fait en haut à droite. Donc j'ai choisi 2 personnes avec qui je veux parler. Et là, dernièrement, je vais pouvoir choisir quel type de conversation je veux avoir avec eux. Est-ce que c'est de la messagerie instantanée? Donc là, auquel cas, je vais ouvrir un fil qui sera dédié en fait à Enrico, Debra et moi. Donc on aura un échange messagerie instantanée, un groupe ponctuel qui a été créé avec les échanges qui seront sauvegardés sur un sujet donné de manière instantanée. Ce que je ne vous ai pas montré aussi, c'est que par exemple, vous voyez, Debra et Enrico, alors ça c'est important, ils ont un petit rond vert à gauche de leur prénom. Et le petit rond vert, c'est le statut. Ça, je reviendrai là-dessus. Et entre autres, le rond vert, ça veut dire qu'ils sont disponibles. Donc ça, sur le réseau social, on va pouvoir à tout instant savoir quels sont les collaborateurs qui sont disponibles pour une conversation, pour être interpellés sur un sujet donné, etc. S'il n'est pas, donc après, c'est aussi, il faut que les collaborateurs adoptent l'outil et gèrent leur truc. Quand ils sont occupés en rendez-vous, en visio, etc., ils se mettent en indisponible. Donc là, vous savez que temporairement, voilà, vous ne pouvez pas avoir accès aux collaborateurs. Donc de la même façon, on pourrait organiser une conférence téléphonique ou directement une visioconférence. Voilà, c'est ce que je vous montre là. Donc, vous voyez, quand j'affiche sur l'écran de gauche, c'est un annuaire, je retrouve en fait mes fiches de collaborateurs avec leurs photos, leurs noms, etc. J'ai le petit rond, donc là en l'occurrence ils sont tous les 3 dispo, et en dessous j'ai un picto, caméra, téléphonie ou autre messagerie instantanée, etc. Donc là je vais pouvoir faire en interne un appel vidéo, un appel audio, directement, de manière simple. Je vais pouvoir aussi, là c'est mon écran de droite, faire un appel extérieur. On est 2 collaborateurs dans l'entreprise et on appelle un client par exemple, ou un partenaire, etc. Et là on organise directement une conférence avec la personne en question. Je reviens effectivement sur le fameux statut, donc, qui est important. Alors, vous voyez que ça, en télétravail, donc en dimension quelque part dématérialisée, finalement, ce paramètre de statut va me permettre, sans pouvoir voir de visu forcément mes collaborateurs, s'ils sont en télétravail, s'ils sont dans un coworking, voilà, est-ce qu'ils sont disponibles ou pas, est-ce qu'ils sont occupés, est-ce qu'ils sont absents, voilà, je sais ça à tout moment. Donc évidemment, là, ça suppose que quand vous adoptez ce type de solution-là, voilà, vous définissiez ce qu'on appelle une charte pas de bonne conduite, mais de bonne utilisation de la solution, et que ce soit indiqué effectivement étant une pratique adoptée. Vous allez pouvoir donc gérer votre agenda, et donc si vous êtes sur Exchange Outlook, dans Teams, vous aurez en fait votre agenda dans lequel vous allez pouvoir organiser des réunions avec tel ou tel collaborateur, des invités internes à l'entreprise, des invités externes. Et donc là, vous aurez des rappels automatiques et en fait, ça va intégrer en fait l'invitation dans l'agenda aussi des différents participants qui n'auront au moment de la réunion qu'à cliquer sur le bouton rejoindre la réunion pour y participer. Donc, votre espace Teams devient quelque part votre espace de travail de base que vous aurez le matin en direct pour savoir ce que vous avez à faire. La visioconférence, je ne vais pas y revenir, vous connaissez tous. Donc, voilà, ça c'est technologie, c'est Skype qui est donc intégré aujourd'hui. Et puis, ces fonctions de partage d'écran, celle que j'utilise par exemple ce matin pour partager mon écran, alors qui permet à la fois de dérouler évidemment un PowerPoint, mais aussi de pouvoir expliquer sur une application informatique, un site internet, un intranet, un mot de SaaS, une gestion de projet, etc., etc. Et on pourra aussi ouvrir des documents de Teams qui sont stockés dans les bibliothèques de manière à pouvoir faire du travail collaboratif en direct sur des documents qui seront stockés et disponibles pour les participants immédiatement.
Voilà, donc là, vous avez vu les principales fonctionnalités. Hein, donc, je vous ai expliqué les équipes, je vous ai expliqué les canaux, je vous ai expliqué les fils de conversation, je vous ai expliqué le partage de fichiers, les outils de communication, le fait de pouvoir faire de la visio, le fait de pouvoir partager des écrans. Voilà, vous avez là l'essentiel en fait des fonctions collaboratives. Et ça, pour revenir sur la question de tout à l'heure, vous retrouvez toutes ces fonctions-là dans quasiment toutes les solutions collaboratives. Je vous indique donc des fonctionnalités supplémentaires. Une des différences, par exemple, entre Slack et Teams, c'est qu'on n'a pas la même possibilité de connecter en fait des applications supplémentaires. La bibliothèque de connexion de Slack est plus importante que celle de Teams. Enfin, était plus importante parce que Microsoft fait beaucoup d'activités. Donc, grosso modo, vous allez pouvoir connecter des ERP, des CRM, des gestions de projets, là, comme Trello, par exemple, d'autres solutions de visioconférence si vous avez du webinar, mettre en place des chaînes YouTube dans votre Teams, OneNote. Il va de soi que si vous êtes déjà très Microsoft avec du pack Office, la solution Exchange, Outlook, peut-être SharePoint, etc., évidemment, le choix de Teams sera un peu plus naturel. Si vous êtes plus rebelle par rapport aux GAFAM, si je peux le dire comme ça, vous aurez peut-être plus tendance à choisir une solution comme Slack. Nicolas? Oui, Gilles, alors on a 3 questions. Je te lis la première. Ouais. Donc, alors là, je n'ai pas le nom de la personne. Est-ce que je peux collaborer avec des invités externes et partager tous les fichiers? Doivent-ils avoir Office? Ouais, alors, oui, particularité, c'est que vous pouvez effectivement inviter des gens qui sont extérieurs à votre organisation et vous allez les avoir comme invités dans une équipe. Hein. Donc là, on sera bien au sein d'une équipe et auquel cas, vous allez définir en fait des droits de l'invité qui aura ou pas accès à un certain nombre de documents, par exemple. Côté de l'invité, il a besoin d'avoir un navigateur Internet simplement pour pouvoir se connecter sur Teams. Ça suffit. Il peut aussi télécharger l'application Teams installée sur son ordinateur qui est gratuite ou l'application sur téléphone ou smartphone. Mais il n'a pas de besoin particulier, juste une adresse email valide. Gilles, alors je te lis du coup la deuxième question, donc anonyme également. Doit-on ouvrir en permanence Teams pour voir les messages envoyés? Sinon, il y a risque de louper des informations. L'avantage de l'email est que c'est un seul outil. Oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Alors, quand vous avez en fait l'application installée sur votre ordinateur, en fait, elle reste toujours existante. Elle est ouverte en tâche de fond, et vous avez en fait sur votre écran un petit icône de notification. Donc, dès que vous avez en fait un message, une conversation, un document qui est installé, vous avez un petit message avec un petit rond rouge qui apparaît en bas de votre écran avec le nombre de notifications. Et si vous cliquez dessus, vous accédez à l'information qui arrive. Vous êtes alerté, en fait, hein, c'est le système de notification. Et puis, si vous l'avez aussi mis en place sur une application téléphone, vous recevez la notification. Tout ça, vous le paramétrez comme vous le voulez. Donc ça, c'est vraiment des choix de configuration. Et je suis d'accord avec la personne qui a posé la question en disant que c'est aussi un nouveau canal qui est effectivement qui s'ajoute à notre boîte mail, puisqu'en fait Teams ne remplace pas Outlook pour le coup. Voilà, ce qui pourrait changer d'ailleurs. Hein, je pense qu'à un moment donné, peut-être que ça s'intégrera. Mais ça fait effectivement un outil en plus à superviser parce que c'est un canal supplémentaire qu'on ouvre. Gilles, alors question suivante de Sandrine Plançon. Quel est le niveau de sécurité de Teams et des autres plateformes? Faut-il faire des sauvegardes? Y a-t-il un risque de perdre les documents ou de ne pouvoir y accéder à certains moments? Ouais, alors, non, alors ça, c'est quelque chose sur lequel alors, évidemment, hein, vous comprenez que
compte tenu de ce qu'on peut développer comme travail collaboratif, comme stockage de documents, comme échange dans ces outils-là, ça devient des outils finalement critiques. Ça veut dire que si à un moment donné, vous avez vraiment basculé votre organisation sur ce type de solution-là, c'est comme un ERP, vous ne pouvez pas vous permettre de perdre de la donnée ou de ne plus avoir accès à cette application. Donc la dimension sécurité, côté Microsoft, c'est derrière, c'est Microsoft Azure. Microsoft doit être le deuxième ou le troisième fournisseur de services cloud dans le monde, derrière en particulier Amazon et Google. Donc, tout ce qui est sécurité, etc., c'est super bien fait. Slack aussi, donc c'est des environnements qui sont aujourd'hui très sécurisés. Alors, attention juste à cette distinction, c'est vous n'avez pas les mêmes caractéristiques à la fois de stockage, de sécurité et de localisation de vos données si vous êtes en version gratuite et si vous êtes en version payante. Donc, ce que je vous dis là, ce sont pour les versions payantes que je vous détaillerai tout à l'heure. Donc, il faut avoir des licences en bonne et due forme. Évidemment, sur un Teams gratuit, la sécurité, c'est pas qu'elle est inexistante, mais elle est moins critique pour Microsoft. Ça peut se comprendre. Il y avait une autre question. Pas d'autres questions pour le moment. Gilles, tu peux poursuivre ta conférence. Ça marche, merci. Alors, on va arriver sur la partie finale. Alors, à l'issue en fait de cette présentation, je voulais un peu synthétiser finalement ce que c'étaient les avantages et pour quelles raisons vous devriez envisager le déploiement de tels outils dans votre organisation. Premièrement, ça réduit considérablement le nombre d'emails. Alors, vous voyez, ce qu'on disait tout à l'heure, effectivement, ça fait un truc en plus, mais quelque part, ça va réduire le nombre d'emails que l'on va recevoir, qui ne sont pas forcément toujours des emails super importants, et ça va les thématiser, et ça va les mettre dans les bons canaux, sur les bons sujets. Donc, ça va organiser finalement vos canaux de communication. Et ça, je peux vous dire que c'est plutôt appréciable. À la fois pour la partie arrivée des informations, mais aussi pour la partie recherche derrière. Deuxièmement, le partage centralisé de documents en mode collaboratif, ça franchement, à part faire du Google Drive ou du OneDrive plus ou moins gratuit, plus ou moins sécurisé, etc., c'est vraiment le seul type d'outil qui vous permet d'avoir des choses qui soient parfaitement structurées, organisées, faciles à retrouver, qui font gagner du temps, qui permettent d'avoir accès à l'information très rapidement. Franchement, c'est vraiment un paramètre super important et un avantage indéniable en fait à ce type de solution. Troisième point, facilité de communication, ça c'est aussi très important. Et évidemment, dans les modes d'organisation qu'on a aujourd'hui, avec moins de présence dans les bureaux, donc plus de gens, avec des plannings variables, en télétravail, pas en télétravail, etc. Facilité de communication. Alors, ça ne recrée pas, c'est pas mon discours, ça ne remplace pas évidemment les relations humaines présentielles, qui commencent à haïr ce terme-là, présentiel, de l'ancien monde, si je peux le traduire comme ça. Mais effectivement, on sait que dans tous les échanges qu'on peut avoir, il y a des échanges qui sont parfaitement formalisés, par mail, etc. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se font par des échanges qui ne sont pas forcément formalisés, mais dont on a un besoin important. Et là, en fait, vous allez retrouver des solutions qui vous permettent de très vite de communiquer, soit par chat, soit par téléphone, soit par visio, à 2, à 3, sur différents types de canaux. Très vite, et ça peut permettre d'être plus réactif, plus facilement, plus rapidement et de manière plus pertinente par rapport aux missions que vous avez à développer. Et puis, vous pouvez, in fine, en disant « ouais, je ne vais pas généraliser ce type de solution pour la globalité de mon entreprise, c'est compliqué, on n'est pas prêt, il faut le structurer, etc. » Mais vous pouvez le monter, par exemple, pour un service. Service recherche-développement, un service marketing, un service projet, voilà, etc. Un projet, un service, un groupe de travail, si vous avez des gens à l'extérieur de l'entreprise. Voilà, tout est envisageable et vous pouvez avoir plusieurs espaces finalement, Teams, qui sont thématisés en fonction des participants et des sujets que vous pouvez avoir.
Voilà, pour moi, les principaux avantages de ces solutions-là. Dans les précautions, je les ai déjà évoquées, mais je reviens dessus en synthèse rapidement. Ça nécessite une réflexion. C'est un vrai projet. Hein. Déployer une solution collaborative, c'est pas demain, tiens, je tape Teams, je télécharge et je lance le truc. Alors, si vous pouvez faire ça pour le tester à tout seul, à plusieurs, etc. Et vous faites, voilà, pour regarder comment ça marche, commencer à faire 2-3 trucs. Mais quand vous allez déployer, il faut vraiment réfléchir à la manière dont vous allez constituer les équipes avec les gens en intérieur, avec les gens d'extérieur, avec les droits, qui a le droit à quoi, qu'est-ce qu'il faut compartimenter. Et puis pareil pour les espaces de stockage des documents, avoir une vraie réflexion d'organisation, de dossiers, de sous-dossiers, qu'est-ce qu'on met dedans, etc. Si possible, bien paramétrer votre application Teams, si c'est votre choix, et si vous êtes en environnement Microsoft, donc en particulier synchronisation avec Exchange, SharePoint, etc., de manière à ce que voilà, ce soit vraiment fédéré au sein de Teams. La formation des collaborateurs, bah, ça, il faut vraiment le faire, hein, parce que même si c'est assez intuitif en termes d'utilisation, bah, ça nécessite une petite prise en main, très courte, hein, on n'a pas besoin de passer 3 jours de formation sur Teams, 1 heure, ça suffit, mais il faut le faire. Et il faut l'associer avec une charte d'utilisation que je vous ai évoquée tout à l'heure, dans laquelle on va effectivement passer en revue la manière dont il faut utiliser cette application. Donc en particulier les statuts, donc vous êtes dispo ou pas dispo. Dispo, ça veut dire que n'importe qui peut vous interpeller pour une conversation immédiate. Alors, voilà, c'est aussi simple que ça. Respect des fils de discussion, voilà, de manière à ce qu'il n'y ait pas des discussions qui partent dans tous les sens et qu'on ne réponde pas dans une autre conversation, etc. Le fait qu'on puisse avoir des conversations privées et des conversations, alors pro, c'est pas le bon terme d'ailleurs, c'est plus privé, ça peut être des échanges entre 2 personnes qui n'ont pas forcément à être connues des autres collaborateurs, donc Teams permet ça, en chat par exemple, et de tenir les conversations qui sont cette fois-ci qui concernent en fait toute une équipe dans les canaux qui sont les canaux en question. De la gestion des invités, hein, donc voilà, qu'est-ce qu'on fait, avec qui on ouvre, comment on ouvre, avec quel droit, etc. Puis attention sur les paramètres de confidentialité, puisque qui partage l'information, dit à un moment donné respect de la confidentialité des données que vous pouvez centraliser. Et dernier point, alors celui purement technique, mais vérifiez bien quand vous déployez l'organisation, particulièrement si vous avez des gens en télétravail, qu'ils ont bien le bon niveau d'équipement, parce que pour le coup, il n'y a rien de plus désagréable et puis qui fait perdre du temps de résoudre des problèmes techniques, d'une caméra qui ne marche pas, d'un micro où on n'entend pas, etc. Donc, à tester aussi. Donc, voilà, quelques précautions d'usage. Budget. Alors, ouais, désolé pour ce slide, il est un peu chargé, mais voilà. Alors, vous avez dans les 2 principaux acteurs de ce marché-là, donc Teams et Slack, des versions gratuites. Donc, ça veut dire que vous pouvez, là, pour le coup, démarrer, tester, etc., sans engagement aucun. Donc, vous voyez que, par exemple, dans Teams, en version gratuite, vous avez 300 utilisateurs maximum, c'est pas mal, et vous avez 10 gigas d'espace de stockage partagé. Attention, 10 gigas, c'est pas forcément très, très important. Donc, la version gratuite, elle est clairement à destination soit d'environnement Teams que vous voulez ouvrir pour, je ne sais pas quoi, une association, etc., quelque chose qui n'est pas forcément complètement professionnel et qui n'aura pas vocation à se développer, ou à utiliser pour tester en fait cette application. Sachant que quand vous l'adopterez, il faudra passer sur un système de licence payante. Slack, pareil, on a une version qui est gratuite. Là, cette fois-ci, elle n'est même pas à 10, elle est à 5 gigas. Et après, vous avez des limites en termes d'applications que vous pouvez ajouter, sachant que il y a des choses qui ne sont pas forcément tout à fait en standard que vous avez dans Teams, c'est pas dans Slack, donc c'est là que ça se joue un peu en termes de comparatif, mais encore une fois, globalement, c'est assez équivalent.
Quand vous allez passer aux versions payantes, alors là, vous avez en fait une version de base qui s'appelle Office 365, qui coûte 4,20 € hors taxe par utilisateur et par mois chez Microsoft, dans lequel vous avez les versions web. Alors attention, ce n'est pas les clients installés sur disque, ce sont des versions en ligne de Word, d'Excel, de PowerPoint, de OneNote, Outlook, qui sont un peu plus limitées. L'avantage, c'est que vous pouvez l'utiliser de n'importe quel terminal connecté à Internet et que c'est compatible avec des documents Word, Excel qui ont été faits avec des versions complètes. Donc, vous avez le droit à ces licences-là. Le Slack en version standard, il est à 6,25 € par utilisateur et par mois. Vous voyez, c'est un tout petit peu plus cher, mais ça se joue comme ça. En version business premium, alors 10,50 €, je crois même qu'il y a une version à 8 € quelque chose chez Microsoft, où là vous avez les licences pack office complètes, donc en plus par utilisateur, que souvent vous avez déjà en fait dans l'entreprise. Donc là, à voir avec votre prestataire informatique s'il peut vous convertir vos licences Microsoft actuelles en licence Office 365 essentielle ou business premium, de manière à ce que vous puissiez avoir donc la licence complète. Voilà. Sur Teams, vous n'avez pas, dans la version standard, graphique, pardon, vous n'avez pas la fonction qui permet de programmer une réunion, qui est un petit peu dérangeante. C'est-à-dire que vous pouvez faire des réunions, mais quasiment uniquement de manière instantanée. Vous dites à quelqu'un, ben voilà, on fait réunion à 14 h, et à 14 h, vous lancez la réunion directement, mais vous ne pouvez pas la planifier et envoyer le lien à l'avance. Voilà un petit peu sur la partie budgétaire. Voilà, donc ce sont vraiment des solutions, je dirais, en termes d'accessibilité, qui sont accessibles même aux plus petites entreprises, et qui, franchement, aujourd'hui, sont en train de s'imposer dans un très très grand nombre d'organisations. Voilà, j'en ai terminé de cette présentation et je suis à votre disposition pour répondre à toutes vos questions si vous en avez. Bien, merci Gilles pour ton intervention. On a une question d'Olivier Douin. Quelles conséquences lorsqu'on réorganise une équipe? Lorsqu'on réorganise une équipe? C'est ça. C'est ça? Alors, je ne sais pas ce qu'on entend par réorganiser. Quand vous avez une équipe, vous allez donc déclarer des invités, en fait, des participants à cette équipe. Donc, si on a un Dupont qui est dans l'équipe aujourd'hui et qui demain doit plus en faire partie, eh ben, il faut que l'administrateur de l'équipe supprime, en fait, supprime la personne qui n'en fait plus partie. Auquel cas, elle n'a plus accès à tous les canaux qui ont été mis en place dans cette équipe-là. Bien, eh bien, merci Gilles pour ta réponse. On n'a pas d'autres questions. Est-ce que tu veux peut-être rajouter une dernière information avant qu'on clôture ce webinaire? Oui, enfin, juste pour vous redire effectivement que si vous avez des réflexions sur l'accompagnement de votre transformation digitale et en particulier peut-être la mise en place de solutions collaboratives comme celle-là, n'hésitez pas à revenir vers Perspective Numérique, à la fois pour vous accompagner en termes de conseils, mais aussi par rapport à tout un ensemble de solutions d'aide qui ont aujourd'hui, qui peuvent vous permettre de faire les choses de manière vraiment carrée et efficace, quoi. Voilà. Alors Gilles, on a une question qui vient d'arriver et puis ce sera la dernière de ce matin. Il posait à Olivier, une deuxième de Sandrine. Ouais. Allez, on va prendre encore une toute dernière question et puis ensuite je clôturerai le volet questions-réponses. Donc Olivier nous demande, pour changer un participant, quelle est la manipulation à réaliser? Pour changer un participant, pour changer, c'est dans une équipe, encore une fois, on a des participants. Si on a un participant Dupont qui est remplacé par un participant Durand, il va falloir supprimer en fait l'accès à Dupont à cette équipe et créer donc un nouveau participant qui s'appelle Durand. Merci Gilles. Question de Sandrine Plançon, toujours. Je dois quitter maintenant. Elle nous remercie pour le webinaire. Eh bien, merci à vous, Sandrine, d'avoir participé. Merci, Sandrine. Et voilà, merci Gilles.
Et une question anonyme cette fois-ci. Est-ce que, Gilles, tu fais des formations Office 365 et Teams? Oui, je fais de l'accompagnement sur le sujet, ouais. Et puis, on a Jean-Thomas qui nous indique son nom. Ce n'est pas vraiment une question. OK. Y a-t-il encore une ou deux questions, puisqu'on est un petit peu en avance par rapport à l'heure de clôture? Donc, y a-t-il encore une ou deux questions? On va laisser le temps aux uns aux autres de rédiger. Puis, s'il n'y en a pas d'autres, eh bien, on clôturera ce webinaire. Eh bien, écoutez, pas de nouvelles questions. Donc, merci à tous pour votre participation. Merci à toi, Gilles, pour toutes ces informations de ce matin. Et moi, je vous donne rendez-vous donc pour notre prochain webinaire le 12 mars consacré au RGPD. Et ça sera également avec Gilles. Merci à tous. Ah oui, c'est encore moi. Bonne journée, merci à toutes et à tous.